Imaginez un instant, des soldats australiens armés de mitrailleuses modernes, confrontés à des émeus, ces grands oiseaux incapables de voler. En juillet 1518, à Strasbourg, un événement des plus étranges a commencé à se dérouler, transformant la ville en une scène de chaos inexplicable. Tout commence avec une femme, Frotrophéa. Un matin, sans avertissement, elle se met à danser dans une rue poussiéreuse. Pas une danse joyeuse ou rythmée, mais une série de mouvements désordonnés, compulsifs, qui n'ont rien de naturel. Les passants la regardent avec curiosité, puis avec inquiétude, car elle ne s'arrête pas. Ni pour manger, ni pour boire, ni même pour dormir. Les heures passent, et Frotrophéa est toujours là, ses pieds frappant le sol, son corps tremblant d'épuisement. Des voisins tentent de l'aider, mais elle semble comme possédée, incapable de reprendre le contrôle d'elle-même. Puis, au bout de quelques jours, d'autres personnes commencent à l'imiter, comme si une force invisible s'était emparée de la population. En moins d'une semaine, des dizaines, puis des centaines d'habitants se retrouvent à danser dans les rues, sans pouvoir s'arrêter. Ce phénomène, aussi fascinant qu'inquiétant, commence à susciter des rumeurs. Certains pensent qu'il s'agit d'une punition divine, d'autres accusent des sorcières ou des esprits maléfiques. La médecine de l'époque, limitée, parle d'un échauffement du sang, une idée qui pousse les autorités à adopter une solution surprenante, encourager la danse. Oui, encourager. Des musiciens sont embauchés, des scènes sont montées dans les places publiques, et on invite les danseurs à continuer, espérant qu'ils finiront par s'épuiser et retrouver leurs esprits. Mais la situation empire. Les musiciens jouent sans relâche, et les danseurs, poussés à bout, s'effondrent les uns après les autres. Beaucoup meurent d'épuisement, de crise cardiaque ou de déshydratation. La ville est envahie par une atmosphère de panique et de superstition. Certains habitants fuient, craignant que cette malédiction de danse ne les atteigne à leur tour. Face à l'échec des mesures initiales, les autorités changent de stratégie. Les danseurs sont emmenés dans des sanctuaires, où des prières sont dites pour eux. On les force à porter des chaussures bénies et on leur fait boire des potions à base d'herbes censées chasser le mal. Peu à peu, le phénomène disparaît, mais il laisse derrière lui une population traumatisée et une question sans réponse. Les historiens modernes ont proposé plusieurs explications. Certains pensent à une épidémie d'ergotisme, une intoxication due à un champignon hallucinogène présent dans le seigle. D'autres évoquent une hystérie collective, alimentée par le stress, la famine et la peur omniprésente de l'époque. Ce qui est sûr, c'est que cette étrange épidémie de danse restera à jamais un mystère fascinant, un rappel que la nature humaine est parfois aussi déroutante qu'imprévisible. Si vous pensez que les inondations sont toujours synonymes de catastrophes naturelles, laissez-moi vous raconter un événement qui semble à peine croyable, l'éruption de bière de Londres en 1814. Oui, vous avez bien lu, une inondation de bière, qui a littéralement submergé un quartier entier de la capitale britannique. Tout commence dans une brasserie de la rue Tottenham Court Road, appartenant à la Mead Company Brewery. À l'époque, cette brasserie est connue pour produire de grandes quantités de porter, une bière noire très populaire. Pour répondre à la demande, la brasserie dispose d'énormes cuves, certaines contenant jusqu'à 1,5 million de litres de bière. Ces cuves, gigantesques et impressionnantes, sont maintenues ensemble par de lourds cerceaux de métal. Le 17 octobre 1814, dans l'après-midi, un des cerceaux en métal entourant une de ces cuves se détache brusquement. La pression exercée par le liquide à l'intérieur devient incontrôlable, et en quelques secondes, la cuve éclate. La force de l'explosion est si grande qu'elle provoque un effet domino, d'autres cuves adjacentes se fissurent et cèdent à leur tour, libérant plus de 1,4 million de litres de bière dans les rues environnantes. La vague de bière déferle dans le quartier, emportant tout sur son passage. Les bâtiments voisins, majoritairement des habitations ouvrières fragiles, s'effondrent sous la force de la déferlante. Les habitants, pris au dépourvu, n'ont aucune chance de s'échapper. Les rues se remplissent rapidement d'un mélange d'eau, de bière et de débris. L'un des endroits les plus touchés est un immeuble de logement où plusieurs familles vivent dans des sous-sols. La bière s'y engouffre avec une violence inouïe, piégeant les habitants.
8 personnes meurent noyées ou écrasées sous les débris. Parmi les victimes se trouvent des enfants et des femmes, qui n'ont pas pu fuir à temps. L'inondation cause également des blessures graves à de nombreux autres résidents du quartier. L'incident attire rapidement une foule de curieux. Certains tentent d'aider les victimes, tandis que d'autres, dans une scène surréaliste, apportent des seaux pour récupérer de la bière. Pour eux, c'est l'occasion d'obtenir gratuitement une boisson chère et prisée. Certains historiens rapportent même que des gens se sont saoulés en buvant directement dans les flaques. Une enquête est menée pour déterminer la cause de cette catastrophe inhabituelle. Les autorités concluent que l'accident est un acte de Dieu, exemptant la brasserie de toute responsabilité. Cette décision provoque une grande colère chez les habitants, qui se retrouvent non seulement traumatisés, mais aussi sans aucune compensation pour leurs pertes. L'éruption de bière de Londres est restée dans les mémoires comme un mélange étrange de tragédie et d'absurdité. Si l'idée d'une inondation de bière peut paraître amusante à première vue, elle rappelle aussi les dangers de l'industrialisation rapide et des infrastructures mal sécurisées. Ce jour-là, dans les rues de Londres, la bière a coûté bien plus que son poids en or. Il y a environ 2200 ans, bien avant l'apparition des armes modernes, l'ingéniosité humaine trouvait déjà des moyens surprenants pour dominer le champ de bataille. Parmi les stratégies les plus étonnantes figure la légendaire bataille des cerfs-volants en Chine, qui démontre comment l'innovation et la psychologie pouvaient être des armes redoutables. L'histoire se déroule sous la dynastie Han, une période de grande innovation militaire. Les armées chinoises cherchaient constamment à améliorer leurs tactiques, et les cerfs-volants, déjà utilisés comme outil de communication, allaient bientôt jouer un rôle inattendu dans une bataille. Un général astucieux, désireux de semer la confusion et la terreur chez ses ennemis, a conçu une stratégie audacieuse utilisant ces objets volants. Le général ordonna à ses hommes de fabriquer des cerfs-volants spécialement conçus pour imiter les formes de créatures mystiques comme des dragons, des oiseaux géants, et d'autres figures associées aux esprits dans l'imaginaire collectif chinois. Mais ce n'était pas tout. Les cerfs-volants étaient également équipés de dispositifs sonores rudimentaires, comme des flûtes en bambou ou des bandes de papier tendues, qui émettaient des sons sinistres lorsque le vent soufflait. Lors de la nuit précédant l'attaque, les soldats du général lancèrent des dizaines de ces cerfs-volants dans le ciel au-dessus du camp ennemi. Le vent, allié inattendu, amplifia les sons produits par les cerfs-volants, créant une cacophonie inquiétante. Imaginez, dans le silence de la nuit, les soldats ennemis entendent soudain des sifflements aigus, des grognements et des hurlements ressemblant à des cris surnaturels. En regardant le ciel, ils aperçoivent des formes étranges et lumineuses, semblant danser au-dessus de leur camp. La réaction fut immédiate. Terrifiés à l'idée d'être attaqués par des esprits ou des créatures célestes, les soldats ennemis furent pris de panique. Certains abandonnèrent leur poste, d'autres se dispersèrent dans le désordre, incapables de se concentrer sur une défense rationnelle. Le général et son armée profitèrent de ce chaos pour lancer leur attaque, remportant une victoire décisive sans avoir à engager une bataille frontale. Cet épisode est souvent cité comme un exemple de guerre psychologique précoce, où la peur et la superstition furent utilisées comme des armes. Les cerfs-volants, simples outils de divertissement ou de signalisation à l'époque, furent transformés en un stratagème militaire brillant. Si cette histoire a parfois été enjolivée au fil des siècles, elle témoigne de la créativité et de la ruse dont les anciens généraux étaient capables pour prendre l'avantage sur leurs adversaires. Encore aujourd'hui, en Chine, les cerfs-volants sont une tradition culturelle importante, associée à la paix et à la beauté du ciel. Mais pour ceux qui connaissent cette histoire, il rappelle aussi un moment où ces objets légers ont changé le cours d'une bataille et semé la terreur dans les rangs ennemis. Napoléon Bonaparte, l'un des plus grands stratèges militaires de l'histoire, a mené des campagnes brillantes et vaincu d'innombrables adversaires sur le champ de bataille. Mais il y a une anecdote bien moins glorieuse à son sujet, le jour où il a été attaqué par des lapins. Oui, des lapins. Cette étrange histoire se déroule en 1807, juste après la signature des traités de Tilsit, qui avaient mis fin à la guerre entre la France et la 4e coalition. Pour célébrer cette victoire diplomatique, Napoléon décide d'organiser une grande chasse aux lapins avec ses généraux et ses proches conseillers. Une journée de détente pour l'empereur, loin des batailles et des intrigues politiques.
l'intendant chargé de l'organisation prend son rôle très au sérieux. Il veut impressionner l'empereur et s'assure que des centaines de lapins soient rassemblés pour l'occasion. Mais au lieu de capturer des lapins sauvages, il choisit des lapins de ferme, beaucoup plus dociles et habitués à être nourris par les humains. Ce détail, apparemment anodin, allait transformer cette chasse en un fiasco mémorable. Le jour venu, Napoléon et son entourage s'installent dans une vaste plaine, prêts à commencer la chasse. Les cages contenant les lapins sont ouvertes, et des centaines d'animaux se précipitent sur le terrain. Mais au lieu de fuir à la vue des chasseurs, les lapins se ruent sur Napoléon et ses hommes. En un rien de temps, l'empereur est encerclé par des centaines de lapins affamés. Les témoins racontent que la scène était à la fois comique et surréaliste. Les lapins, croyant que les humains allaient leur donner à manger, bondissaient sur leurs jambes, grimpaient sur leurs bottes, et même tentaient de grimper sur la voiture de Napoléon. L'empereur, d'abord amusé, se rend vite compte que la situation est hors de contrôle. Les généraux essaient de disperser les lapins à coups de bâton, mais les animaux persistent. On aurait dit une armée miniature, déterminée à submerger le maître de l'Europe. Face à cet assaut inattendu, Napoléon et son entourage battent en retraite. Certains rapportent même que l'empereur a dû fuir en calèche, les lapins courant derrière lui comme une meute de soldats enragés. Ce n'est qu'une fois suffisamment éloigné que Napoléon peut enfin souffler, épargné par ses minuscules assaillants. Cet épisode, bien que mineur dans la grande histoire de Napoléon, a été largement relayé par ses contemporains, surtout par ses détracteurs qui ne manquaient pas d'en rire. Pour un homme qui a affronté les plus grandes armées de son temps, être chassé par des lapins est sans doute une anecdote qu'il aurait préféré oublier. Mais pour nous, cette histoire reste une merveilleuse leçon d'humilité, même les plus grands hommes peuvent être défaits par les forces les plus improbables. Après tout, que vaut une armée d'hommes face à un bataillon de lapins déterminés ? L'histoire des duels est pleine d'honneur et de défis, mais celle-ci dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. En 1808, à Paris, deux hommes décidèrent de régler un différend par un duel dans les airs, à bord de montgolfières. Ce duel aérien, aussi absurde qu'extraordinaire, reste l'un des moments les plus insolites de l'histoire. Tout commence avec une querelle entre deux hommes de la haute société parisienne, Monsieur de Grandpré et Monsieur de Pic. Les raisons exactes de leur dispute diffèrent selon les récits, mais il semble que leur rivalité soit liée à une femme qu'ils courtisaient tous deux. L'un des deux prétendants, outragé par un commentaire de l'autre, exige un duel pour laver son honneur. Mais au lieu de choisir un duel traditionnel à l'épée ou au pistolet, ils optent pour quelque chose d'unique, un duel aérien en montgolfière. Le plan est aussi extravagant que dangereux. Chaque homme prend place dans une montgolfière, accompagné d'un coéquipier chargé de piloter le ballon. Ils s'équipent de fusils, et le but est clair, tirer sur la montgolfière de l'autre pour la faire s'écraser au sol. Une fois les détails réglés, le duel est programmé dans un champ en périphérie de Paris. Le jour venu, une foule curieuse se rassemble pour assister à cette confrontation inédite. Les montgolfières, ornées de tissus colorés, sont majestueuses alors qu'elles s'élèvent dans le ciel. À mesure qu'elles montent, l'air devient plus tendu. Les deux hommes commencent à viser avec leurs fusils, la main ferme malgré le vent qui rend la tâche difficile. C'est Monsieur de Grandpré qui tire le premier. Sa balle traverse la montgolfière de Monsieur de Pic, provoquant une déchirure dans le tissu. Rapidement, le ballon de Monsieur de Pic commence à perdre de l'altitude. Son coéquipier tente désespérément de stabiliser le ballon, mais c'est en vain. Sous les regards horrifiés de la foule, la montgolfière de Monsieur de Pic s'écrase au sol. Lui et son coéquipier ne survivent pas à la chute. Monsieur de Grandpré, quant à lui, descend tranquillement, triomphant mais peut-être aussi choqué par ce qu'il vient de faire. Il remporte le duel, mais à quel prix ? L'histoire ne dit pas ce qu'il advient de la femme au centre de cette dispute, ni si elle fut impressionnée par cet acte de bravoure ou de folie. À la fin du XVIIe siècle, la Russie était un pays où la tradition et les coutumes locales dominaient presque tous les aspects de la vie quotidienne. Parmi ces traditions, le port de la barbe était une marque essentielle de la masculinité et de la piété. Mais tout cela allait changer lorsqu'un tsar visionnaire et excentrique, Pierre le Grand,
décida qu'il était temps de moderniser son royaume. Et l'une de ses idées les plus controversées fut d'imposer une taxe sur les barbes. Pierre le Grand, fasciné par l'Europe occidentale après ses voyages dans des pays comme la France et les Pays-Bas, rêvait de transformer la Russie en une puissance moderne. Il voulait que son peuple adopte les vêtements, les pratiques et les apparences des Européens. À ses yeux, les barbes épaisses et longues des hommes russes étaient un symbole du passé, un obstacle à la civilisation. Alors, en 1698, il annonça que tout homme désirant conserver sa barbe devait payer une taxe. La nouvelle provoqua un tollé. Pour les hommes russes, se raser la barbe n'était pas qu'une question de mode, mais une offense religieuse. Dans l'Église orthodoxe, la barbe était considérée comme un don divin, un signe de sagesse et de piété. Les prêtres enseignaient que raser sa barbe équivalait à nier l'image de Dieu. Pierre, cependant, n'était pas du genre à se laisser arrêter par des objections spirituelles ou culturelles. Pour mettre en place cette réforme, Pierre ne se contenta pas d'un simple décret. Lors de rassemblements publics, il s'approchait de ses nobles et de ses courtisans avec un rasoir en main et leur coupait la barbe de force, souvent devant une foule. Ce geste, destiné à faire un exemple, fut perçu par beaucoup comme une humiliation. Ceux qui souhaitaient garder leur barbe devaient désormais payer une taxe annuelle. Une fois la taxe payée, ils recevaient un jeton en cuivre ou en argent, appelé le jeton de barbe, qui prouvait leur conformité à la loi. Ces jetons portaient une inscription ironique, « La barbe est un fardeau superflu ». Les riches nobles et commerçants pouvaient se permettre cette dépense, mais pour les paysans et les artisans, la taxe représentait un lourd fardeau. Beaucoup choisirent de se raser à contre-séhur, non sans maudire le tsar pour cette décision. Malgré les protestations, Pierre maintint cette taxe pendant des années, voyant en elle un moyen d'accélérer la transformation de la Russie. Dans son esprit, une Russie sans barbe était une Russie moderne, tournée vers l'avenir. Pour beaucoup, cependant, c'était une attaque contre leur identité et leur foi. Le 25 août 1835, les lecteurs du New York Sun, un journal populaire à l'époque, ouvrirent leur quotidien pour découvrir une nouvelle incroyable. Selon l'article, un astronome britannique renommé, Sir John Herschel, avait découvert des formes de vie sur la Lune. Pas n'importe quelle forme de vie, des créatures ressemblant à des hommes chauves-souris, des bisons lunaires, et même des forêts luxuriantes. Cette révélation, relayée sous le titre de la grande découverte astronomique, enflamma l'imagination du public. Selon le récit publié, Herschel aurait utilisé un télescope révolutionnaire, fabriqué avec des lentilles gigantesques, capables de capter des détails extraordinaires à des millions de kilomètres de distance. Grâce à cet appareil, il aurait observé des paysages lunaires époustouflants, des rivières scintillantes, des montagnes dorées, et des plaines peuplées de créatures fantastiques. Les articles décrivaient notamment des hommes chauves-souris, surnommés Vespertilio Homo, dotés d'ailes membraneuses leur permettant de voler. Ces êtres semblaient vivre en harmonie, construisant des temples et se livrant à des rituels mystérieux. Jour après jour, le Sun publiait de nouveaux détails de cette découverte. Les descriptions étaient si riches et précises qu'elles captivèrent une audience massive, non seulement à New York, mais aussi dans d'autres grandes villes des États-Unis. Les gens se rassemblaient pour discuter de ces révélations, spéculant sur ce que cela signifiait pour l'humanité. Certains espéraient même que cette découverte mènerait à un contact direct avec ces êtres lunaires. Mais comment une telle découverte avait-elle vu le jour? L'histoire est en fait une gigantesque supercherie. Richard Adams Locke, un journaliste du Sun, avait inventé de toutes pièces cette série d'articles. Son objectif initial était de se moquer des scientifiques de l'époque, qu'il jugeait trop prompts à faire des affirmations grandioses basées sur des preuves douteuses. Il ne s'attendait cependant pas à ce que son récit soit pris au sérieux. Pourtant, l'effet fut immédiat. Le public, avide de nouvelles sensationnelles et émerveillé par l'idée d'un univers peuplé de créatures exotiques, ne remit pas en question la véracité des articles. Même les scientifiques, à court d'informations fiables, hésitèrent à contredire les déclarations du Sun. La presse internationale reprit l'histoire, amplifiant encore plus l'engouement. La vérité ne tarda cependant pas à émerger. Quelques semaines après la publication, des sceptiques commencèrent à enquêter sur la découverte.
Ils réalisèrent rapidement qu'aucun télescope aussi puissant que celui décrit n'existait et que Sir John Herschel n'avait jamais fait de telles observations. Lorsque la supercherie fut exposée, le public fut partagé entre l'indignation et l'amusement. Curieusement, cette révélation n'entacha pas la popularité du Sun. Au contraire, le journal gagna en notoriété, et les articles de la Grande Lune restèrent une source de fascination pendant des décennies. Cette histoire marque un tournant dans l'histoire du journalisme, elle démontre à quel point le sensationnalisme peut captiver l'imagination collective, même au détriment de la vérité. En 1386, dans le village de Falaise, en Normandie, se déroule un procès qui semble tout droit sorti d'un conte grotesque, mais qui est bel et bien réel. L'accusé. Une truie. Son crime ? Avoir attaqué et tué un enfant. Ce procès reste l'un des exemples les plus célèbres d'une pratique médiévale fascinante et absurde, juger des animaux comme s'ils étaient des humains. L'histoire débute lorsqu'un jeune garçon, laissé sans surveillance près d'un troupeau de cochons, est attaqué par une truie. L'enfant, gravement blessé, ne survit pas à ses blessures. En ces temps où les animaux étaient souvent considérés comme responsables de leurs actes dans un cadre moral et légal, il ne fallait pas longtemps pour que l'animal soit accusé formellement de meurtre. La truie est capturée et immédiatement emprisonnée, comme n'importe quel criminel humain. L'affaire est portée devant le tribunal de Falaise. Les archives montrent que le procès a été mené avec une rigueur étonnante. Un avocat est désigné pour défendre la truie, comme cela était la coutume dans les procès d'animaux. Cet avocat, bien que conscient de l'absurdité de la situation, tente de plaider la non-responsabilité de l'animal, arguant que la truie n'a pas agi par malice, mais par instinct. Cependant, le tribunal est intraitable, les témoins affirment que l'attaque était délibérée et que l'animal avait agressé l'enfant sans provocation. Le procès attire une foule considérable. Pour les habitants, c'est à la fois un acte de justice et un spectacle étrange. Les juges, après plusieurs délibérations, condamnent la truie à mort. La sentence est la pendaison, une méthode utilisée pour les criminels humains, soulignant l'anthropomorphisme du système judiciaire de l'époque. La truie est vêtue d'un costume humain pour l'exécution, un détail qui rend la scène encore plus surréaliste. Le jour de l'exécution, la place publique est noire de monde. Certains viennent pour voir la justice rendue, d'autres pour le spectacle macabre. La truie, attachée et vêtue, est conduite jusqu'au gibet. La sentence est exécutée, et l'animal est pendu devant la foule silencieuse. Pour beaucoup, c'est une manière de montrer que même les animaux doivent répondre de leurs actes. Ce procès, aussi absurde qu'il puisse paraître aujourd'hui, n'était pas un cas isolé. Au Moyen Âge, des procès similaires ont été intentés contre des rats, des chèvres, des chevaux et même des insectes. Ces pratiques reflètent une vision du monde où l'ordre moral et divin devait être maintenu à tout prix, et où tout être vivant pouvait être tenu responsable de ses actions. Si certaines guerres sont déclenchées par des enjeux cruciaux comme des territoires ou des ressources, d'autres, plus absurdes, trouvent leur origine dans des incidents apparemment triviaux. L'histoire de la guerre du sceau en bois en est l'exemple parfait. Cette querelle, qui opposa les cités-États italiennes de Bologne et Modène en 1325, fut déclenchée par le vol d'un simple sceau. À cette époque, les rivalités entre cités-États italiennes étaient monnaie courante. Bologne, connue pour son université et sa richesse culturelle, et Modène, une ville commerçante prospère, ne s'entendait pas particulièrement bien. Ces tensions se manifestaient régulièrement par des provocations mutuelles. Mais ce qui allait transformer ces querelles en guerre ouverte fut une histoire plutôt burlesque. Un groupe de soldats modénois s'introduisit dans Bologne et, pour des raisons qui restent floues, déroba un seau en bois dans un puits public. Ce seau, bien qu'ordinaire, devint immédiatement un symbole d'insulte et de défi. Les Modénois exhibèrent leur trophée avec fierté, le ramenant chez eux et le plaçant en évidence pour narguer leurs voisins bolonais. Les Bolonais, outrés par cet affront, exigèrent la restitution immédiate du sceau. Mais les Modénois refusèrent catégoriquement. Pour Bologne, il ne s'agissait plus seulement d'un sceau, mais d'une question d'honneur. La tension monta rapidement, et les Bolonais décidèrent de mobiliser leur armée pour récupérer leurs biens et laver l'insulte.
Ainsi débuta un conflit qui allait devenir la guerre du Sceau. Les deux cités rassemblèrent leurs forces, et une bataille majeure eut lieu à Zapolino, dans les environs de Modène. Les Bolonais, qui disposaient d'une armée bien plus nombreuse, étaient confiants en leur victoire. Mais les Modénois, mieux organisés et déterminés à protéger leur honneur et leur sceau, remportèrent une victoire éclatante. La bataille fut sanglante, des centaines de soldats périrent, et Bologne subit une défaite humiliante. Après leur victoire, les Modénois, poussant la provocation à son comble, organisèrent une parade pour célébrer leur triomphe, tout en exhibant fièrement le fameux sceau volé. Celui-ci devint un symbole de leur victoire et fut placé dans la tour principale de Modène, où il reste exposé encore aujourd'hui comme une curiosité historique. Pour Bologne, la défaite ne fut pas seulement militaire, mais aussi morale. Le sceau ne fut jamais restitué, et il devint le rappel durable de cette guerre absurde, où l'honneur et l'orgueil prirent le pas sur la raison. Dans le petit village de Cormoran, dans le Minnesota, une histoire à la fois absurde et attachante a vu le jour en 2014, un chien, nommé Duke, fut élu maire. Non seulement cette élection improbable fit sourire le pays tout entier, mais elle devint un symbole de la simplicité et de la bonne humeur d'une communauté soudée. Cormoran est un village minuscule, abritant seulement une poignée d'habitants. Lorsqu'est venue l'heure des élections municipales cette année-là, les résidents ont décidé de s'amuser un peu. Lassés des querelles politiques humaines et conscients que leur maire n'avait en réalité que peu de responsabilités formelles, ils se mirent d'accord pour voter en faveur d'un candidat très spécial, Duke, un chien de race mixte connu de tous dans le village. Duke, un grand chien blanc au tempérament calme et amical, était une figure adorée de la communauté. Il passait ses journées à flâner dans les rues, rendant visite aux commerces locaux et saluant les habitants d'un regard bienveillant. Pour beaucoup, Duke représentait ce qu'ils recherchaient chez un leader, loyauté, sérénité, et une capacité innée à rassembler les gens. Le jour du scrutin, la blague se transforma en réalité, Duke remporta l'élection au Lapatte, avec une écrasante majorité. Les habitants, ravis, organisèrent une cérémonie officielle pour l'investir de ses nouvelles fonctions. On lui donna même une écharpe de maire sur mesure et un collier flambant neuf pour marquer l'événement. Bien entendu, Duke ne gouvernait pas à proprement parler. Ses responsabilités se limitaient à représenter symboliquement le village lors de certains événements et à poser pour des photos avec les touristes de passage. Mais pour les habitants, cela suffisait amplement. La présence de Duke apportait une touche de légèreté à leur quotidien, et ils étaient fiers d'avoir un maire si unique. Les médias locaux, puis nationaux, s'emparèrent de l'histoire. Le maire Duke devint une véritable célébrité, apparaissant dans des reportages télévisés et même dans des campagnes publicitaires. Des visiteurs venaient de loin pour rencontrer ce maire à quatre pattes et immortaliser l'instant avec une photo. Duke, imperturbable, se contentait de poser fièrement, souvent en échange d'un biscuit ou d'une caresse. Duke resta maire pendant plusieurs mandats, étant réélu sans opposition à chaque élection. Lorsqu'il mourut en 2019, la nouvelle attrista profondément la communauté et les nombreux admirateurs qu'il s'était fait à travers le pays. Les habitants de Cormoran organisèrent une cérémonie pour lui rendre hommage, rappelant à quel point ce chien avait marqué leur village. Aujourd'hui, Duke est plus qu'un simple souvenir pour les habitants de Cormoran, il est devenu une légende locale. Son histoire, aussi légère qu'elle puisse paraître, rappelle que parfois, il suffit d'un peu d'humour et de créativité pour transformer la politique, même locale, en un acte de joie et de solidarité. Dans un monde souvent marqué par des conflits et des désaccords, un chien comme maire symbolise une rare simplicité dans la vie communautaire. En 1955, en pleine guerre froide, l'Union soviétique était à l'apogée de ses ambitions industrielles et militaires. Les projets de construction se multipliaient à une vitesse vertigineuse, notamment dans les bases militaires secrètes où des armes et des infrastructures stratégiques étaient développées. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'au cœur de cet univers hypertechnologique, Inde devint une pièce maîtresse d'un projet militaire hautement confidentiel. Cette histoire se déroule dans la région reculée de Salyut, un site militaire isolé où des ingénieurs et des ouvriers soviétiques travaillaient à la construction d'un bunker souterrain. Ce bunker était destiné à protéger des installations sensibles en cas d'attaque nucléaire.
Cependant, le chantier se trouvait dans une zone montagneuse difficile d'accès, rendant le transport des matériaux un véritable casse-tête. Les camions, encombrants et peu fiables sur les terrains escarpés, ne pouvaient pas atteindre certains des points clés du site. Les ouvriers, frustrés par ce problème logistique, cherchèrent des solutions alternatives. C'est alors qu'un chef de chantier eut une idée insolite, utiliser un âne pour transporter les charges lourdes sur les chemins étroits et rocheux. L'âne, que les ouvriers baptisèrent affectueusement Boria, fut rapidement intégré à l'équipe. À première vue, Boria ne semblait pas à la hauteur de la tâche. Petit et têtu, il regardait les ouvriers avec un mélange de mépris et d'indifférence. Mais lorsqu'on lui fixa sa première charge de pierre et de ciment, Boria surprit tout le monde par sa résilience et sa capacité à naviguer sur des sentiers où même les humains hésitaient à s'aventurer. Jour après jour, Boria parcourait les chemins escarpés, transportant des sacs de ciment, des outils, et même des petites pièces d'équipement lourd. Il devint rapidement indispensable au chantier. Les ouvriers s'attachaient à lui, lui offrant des morceaux de pain ou des carottes en récompense pour son travail. Boria semblait apprécier cette attention et s'adaptait étonnamment bien à son rôle dans ce projet militaire secret. Mais Boria n'était pas seulement un travailleur dévoué, il était aussi une source de légèreté et de camaraderie dans un environnement par ailleurs austère. Les ouvriers, épuisés par de longues journées de labeur, racontaient des blagues à son sujet, lui parlaient comme s'il était l'un des leurs, et parfois même lui confiaient leurs frustrations. Boria était devenu bien plus qu'un simple animal de bâtiment, il était le symbole vivant de la détermination collective. Un jour, un haut responsable militaire se rendit sur le chantier pour inspecter l'avancée des travaux. Lorsqu'il vit Boria en train de transporter une lourde charge sur un chemin escarpé, il éclata de rire. L'idée qu'un âne puisse jouer un rôle crucial dans un projet militaire hautement stratégique semblait incongrue, mais il ne put s'empêcher d'être impressionné par l'ingéniosité des ouvriers. Lorsque le bunker fut achevé, Boria fut retiré du service actif. Les ouvriers, qui avaient développé un profond attachement pour lui, organisèrent une petite fête pour célébrer sa retraite. Boria fut relocalisé dans une ferme voisine, où il vécut paisiblement ses dernières années. En 1977, le 1er avril, les lecteurs du Guardian, un journal britannique respecté, furent transportés dans un monde fascinant et exotique grâce à un supplément spécial consacré à un pays méconnu appelé Sans-Sérif. Cette nation insulaire, décrite avec un réalisme impressionnant, semblait sortir de nulle part. Les lecteurs curieux, avides de découvrir ce lieu singulier, ne se doutaient pas qu'ils venaient de tomber dans l'un des canulars journalistiques les plus brillants et ingénieux de l'histoire. Sans-Sérif, selon le Guardian, était un petit archipel situé dans l'océan Indien. L'article décrivait deux îles principales, Upper Case et Lower Case, entourées de plusieurs îlots plus petits. Le pays était présenté comme une destination idyllique, avec des plages immaculées, une histoire riche et une culture unique. L'article mentionnait même une capitale, Bodoni, et un gouvernement dirigé par le général Pika, un homme aussi charismatique que controversé. La description du pays était d'une précision remarquable. On y apprenait par exemple que Sans-Sérif avait été colonisé par les Portugais au XVe siècle avant de devenir une république indépendante. Ses habitants, appelés les Flonguais, parlaient un mélange de portugais et de dialectes locaux. On évoquait également des traditions étranges, comme le festival annuel des Serifs, où les rues de la capitale étaient ornées de décorations en forme de lettres stylisées. Le supplément regorgeait de détails captivants, cartes géographiques, photos des plages et des monuments, interviews de responsables politiques et de citoyens locaux. L'article mentionnait même une économie florissante basée sur l'exportation de noix de coco et de lettres typographiques, une ressource exclusive de Sans-Sérif. Les amateurs de voyage furent immédiatement séduits et se mirent à rêver d'explorer cette destination de rêve. Mais tout ceci n'était qu'un vaste canular. Sans-Sérif n'existait pas. Le nom du pays et de ses lieux étaient des jeux de mots basés sur des termes typographiques. Sans-Sérif, en typographie, désigne les polices de caractères dépourvues de petites extensions décoratives, appelées empattements. Les noms des villes et des personnages, comme Bodoni, Pika et Flong, étaient également des références directes à des termes liés à l'imprimerie. L'idée de ce canular venait de Philip Davis,
un rédacteur du Guardian. Inspiré par l'envie de créer une blague de grande ampleur, il convainquit l'équipe du journal de produire un supplément entier autour de ce pays fictif. Ils s'assurèrent de rendre l'histoire aussi crédible que possible, tout en glissant des indices subtils pour ceux qui prêtaient attention aux détails. À la surprise générale, une grande partie des lecteurs prit l'article au sérieux. Le Guardian reçut une avalanche de lettres et d'appels de personnes cherchant des informations supplémentaires sur sans-sérif. Des agences de voyage contactèrent même le journal pour savoir comment organiser des séjours dans ce pays exotique. Lorsque la vérité fut révélée, la réaction des lecteurs oscilla entre amusement et embarras. Le canular devint rapidement célèbre, et sans-sérif entra dans l'histoire comme l'un des poissons d'avril les plus mémorables de tous les temps. Le succès de cette blague repose sur son mélange parfait de réalisme et d'absurdité, ainsi que sur l'envie humaine de croire en des lieux merveilleux et inconnus. Le 4 février 1912, un inventeur autrichien nommé Franz Reichelt se présenta au pied de la tour Eiffel à Paris avec une invention qu'il considérait révolutionnaire, un manteau parachute. Convaincu qu'il tenait une innovation majeure capable de sauver d'innombrables vies, il se préparait à effectuer une démonstration spectaculaire en sautant du premier étage de la célèbre tour. Ce qui devait être un moment de gloire se transforma en une tragédie marquée par l'audace, l'obsession et l'échec. Franz Reichelt, surnommé le tailleur volant, était un couturier passionné par l'aviation. À cette époque, les avions devenaient de plus en plus communs, mais les accidents étaient fréquents et souvent mortels. Reichelt, préoccupé par la sécurité des pilotes, se mit en tête de concevoir un vêtement capable de servir à la fois de tenue et de parachute. L'idée était simple, en cas de danger, le pilote pourrait sauter de son avion et atterrir en toute sécurité grâce à son manteau. Pendant des mois, Reichelt travailla sur son invention. Il expérimenta divers matériaux, ajusta la conception, et testa ses premiers prototypes sur des mannequins qu'il lançait depuis des bâtiments. Les résultats, cependant, étaient loin d'être concluants. Ces manteaux parachutes ne se déployaient pas correctement, et les mannequins s'écrasaient systématiquement. Malgré ces échecs, Reichelt restait convaincu du potentiel de son idée. Déterminé à prouver la viabilité de son invention, il obtint une autorisation des autorités parisiennes pour effectuer un test public depuis la tour Eiffel. L'objectif initial était de lancer un mannequin équipé du parachute, mais à la dernière minute, Reichelt annonça qu'il effectuerait lui-même le saut. Ses amis et collègues tentèrent de le dissuader, conscients des risques, mais il refusa d'écouter. « Je réussirai ou je mourrai en essayant », déclara-t-il avec une conviction troublante. Ce matin-là, une foule de curieux et de journalistes s'était rassemblée autour de la tour Eiffel pour assister à l'événement. Reichelt monta sur la plateforme du premier étage, à environ 57 mètres de hauteur. Portant son manteau parachute, il salua la foule, hésita un instant, puis sauta dans le vide. Le parachute, comme beaucoup s'y attendaient, ne se déploya pas. Reichelt tomba rapidement et s'écrasa au sol sous les yeux horrifiés des spectateurs. La mort fut instantanée. La scène fut immortalisée par les caméras présentes, et le film du saut tragique circula dans les journaux et cinémas du monde entier. La mort de Franz Reichelt souleva de nombreuses questions sur les limites de l'ambition humaine et les dangers de l'obsession. Certains le considéraient comme un héros visionnaire, prêt à risquer sa vie pour l'innovation. D'autres le voyaient comme un homme imprudent, aveuglé par son propre ego. Quoi qu'il en soit, son histoire devint une leçon pour les inventeurs, rappelant que les idées les plus audacieuses nécessitent des tests rigoureux avant d'être mises en pratique. Imaginez un monde où le simple fait de posséder des fenêtres pouvait affecter votre budget. Cela peut sembler absurde, mais c'était la réalité au Royaume-Uni à la fin du XVIIe siècle, lorsque le gouvernement introduisit une taxe sur les fenêtres. Cette mesure, conçue pour remplir les caisses de l'État sans instaurer un impôt direct sur les revenus, eut des conséquences inattendues et parfois grotesques, transformant l'architecture et le quotidien des habitants. En 1696, le roi Guillaume III cherchait désespérément de nouvelles sources de revenus pour financer ses guerres contre la France. Plutôt que de taxer directement les revenus ou les biens, une mesure qui aurait suscité des révoltes, son gouvernement opta pour une solution perçue comme plus équitable, un impôt basé sur le nombre de fenêtres dans une propriété.
L'idée était que les maisons les plus grandes, et donc les plus riches, possédaient plus de fenêtres et contribueraient davantage au fisc. À première vue, cela semblait une manière habile de taxer les riches sans alourdir le fardeau des pauvres. Cependant, en pratique, cette taxe eut des effets bien plus complexes. Les propriétaires les plus modestes, qui ne voulaient pas payer davantage, commencèrent à condamner leurs fenêtres. Ils les muraient, créant des façades austères et sombres. Dans certaines villes, des quartiers entiers virent leur paysage architectural transformé, avec des bâtiments ressemblant à des forteresses dépourvues de lumière naturelle. Les conditions de vie des habitants se dégradèrent rapidement. À une époque où l'électricité n'existait pas, la lumière naturelle était essentielle pour les activités quotidiennes et la santé. Sans fenêtres, les pièces devenaient sombres, humides et mal ventilées. Cela favorisa la propagation de maladies comme la tuberculose, qui faisait déjà des ravages dans les classes populaires. Mais l'impact ne s'arrêta pas là. Les architectes furent contraints de revoir leurs plans pour minimiser le nombre de fenêtres dans les nouvelles constructions. Certaines maisons furent équipées de fausses fenêtres peintes sur les murs pour donner l'illusion d'une architecture élégante tout en échappant à l'impôt. Ces trompe-l'œil sont encore visibles dans certaines vieilles villes anglaises, un vestige étrange et fascinant de cette époque. La taxe sur les fenêtres devint rapidement impopulaire. Elle était perçue comme injuste, car elle pénalisait non seulement les riches, mais aussi les pauvres, souvent locataires de maisons où les propriétaires muraient les fenêtres pour éviter l'impôt. Les critiques de l'époque qualifièrent cette taxe de taxe sur la lumière et l'air, soulignant son absurdité. La résistance à cet impôt grandit au fil des décennies. En 1851, après plus de 150 ans de mécontentement et d'effets néfastes sur la santé publique, la taxe sur les fenêtres fut finalement abolie. Elle laissa derrière elle des cicatrices architecturales et sociales, ainsi qu'une leçon précieuse sur les conséquences imprévues des politiques fiscales. Dans la vieille ville de Jérusalem, perchée sur la façade de l'église du Saint-Sépulcre, une échelle de bois repose, immobile, depuis plusieurs siècles. Cet objet simple, presque banal, est devenu un symbole de querelles religieuses et de l'incapacité des différentes communautés chrétiennes à s'entendre sur des détails, même les plus insignifiants. L'église du Saint-Sépulcre, considérée comme l'un des lieux les plus sacrés du christianisme, abrite le site où, selon la tradition, Jésus aurait été crucifié, enseveli et serait ressuscité. Depuis des siècles, cette église attire des millions de pèlerins, mais elle est aussi le théâtre de tensions entre les différentes confessions chrétiennes qui la gèrent conjointement, les Grecs orthodoxes, les Arméniens, les franciscains catholiques, les Éthiopiens, les Coptes et les Syriens. Ces tensions sont encadrées par un accord appelé le statu quo, mis en place par l'Empire ottoman au XVIIIe siècle. Cet accord régit strictement qui a le droit de faire quoi dans l'église, jusqu'au moindre détail, comme l'entretien des murs ou la position des chandeliers. Dans ce climat de rivalité, chaque communauté est extrêmement vigilante pour ne pas céder un centimètre de pouvoir ou de territoire à une autre. L'échelle du Saint-Sépulcre est un vestige direct de cet accord. Placée sur une corniche extérieure de l'église, sous une fenêtre, elle aurait été utilisée par des ouvriers pour des travaux mineurs au XVIIIe siècle. Mais à cause du statu quo, déplacer l'échelle nécessiterait l'accord de toutes les confessions impliquées. Aucun groupe ne voulant céder ou risquer d'altérer cet équilibre précaire, l'échelle est restée à sa place. Au fil des décennies, cette échelle de bois est devenue bien plus qu'un simple objet. Elle est devenue un symbole des divisions au sein du christianisme. Les visiteurs du Saint-Sépulcre, intrigués par cette présence incongrue, se demandent pourquoi personne ne l'a déplacée. La réponse, qui semble absurde, est pourtant simple: personne ne veut risquer de déclencher un conflit pour un objet aussi insignifiant. Malgré cela, l'échelle a parfois été au centre d'événements inattendus. En 1981, un visiteur anonyme tenta de la déplacer, provoquant une agitation parmi les responsables religieux. L'échelle fut rapidement remise à sa place, mais cet incident souligna à quel point cet objet simple pouvait exacerber les tensions. Aujourd'hui, l'échelle reste en place, exposée aux intempéries et au passage du temps. Elle est visible pour quiconque lève les yeux vers la façade de l'église, un rappel silencieux des rivalités humaines dans un lieu censé incarner la paix et l'unité.
Elle est aussi un exemple de la manière dont des accords rigides et une méfiance mutuelle peuvent paralyser même les décisions les plus triviales. Pour les visiteurs, l'échelle du Saint-Sépulcre est une curiosité fascinante. Pour les croyants, elle est un appel à dépasser les divisions. Et pour les historiens, elle reste un témoignage de la complexité des relations humaines, où un simple objet peut devenir un symbole durable de désunion. Au cours du XIXe siècle, à l'époque où les grandes plaines d'Amérique du Nord étaient encore largement dominées par la nature sauvage, un événement hors du commun a eu lieu, un train fut pris pour cible par un immense troupeau de bisons. Cet incident, aussi spectaculaire qu'inattendu, illustre à quel point l'expansion humaine était encore vulnérable face aux forces de la nature. C'était une époque où les chemins de fer étaient en pleine expansion, reliant les côtes et ouest des États-Unis. Les trains représentaient la modernité, le progrès, et le triomphe de l'homme sur les vastes étendues sauvages. Mais ces machines bruyantes, qui traversaient les territoires des bisons, ne laissaient pas les animaux indifférents. Les bisons, véritables géants des plaines, étaient habitués à se déplacer en troupeaux massifs, comptant parfois des milliers d'individus. Leur migration était dictée par les saisons et la quête de pâturage. Un jour, alors qu'un train traversait les prairies du Kansas, les passagers et l'équipage furent témoins d'un phénomène à la fois impressionnant et terrifiant. Un troupeau de bisons, visible à l'horizon, se dirigeait droit vers les rails. Les animaux, apparemment perturbés par le bruit du train et son intrusion dans leur territoire, semblaient vouloir protéger leur passage. Ils s'élancèrent à pleine vitesse, formant une vague puissante et irrésistible. Les conducteurs du train, pris de panique, actionnèrent les freins d'urgence, mais il était trop tard. Les premiers bisons percutèrent la locomotive, suivis de dizaines, puis de centaines d'autres. Les wagons tremblaient sous la force des impacts. Certains passagers, terrifiés, crièrent en croyant que le train allait dérailler. Les bisons, pour leur part, semblaient imperturbables, leur instinct grégaire les poussant à avancer malgré les obstacles. L'attaque dura plusieurs minutes, mais pour ceux à bord, elle parut interminable. Finalement, le troupeau se dispersa aussi rapidement qu'il était apparu, laissant derrière lui un train endommagé et un équipage abasourdi. Les rails étaient jonchés de débris et de corps de bisons. L'incident fut rapporté dans les journaux locaux comme une démonstration de la puissance brute de la nature face aux avancées technologiques humaines. Cet événement, bien que dramatique, n'était pas totalement isolé. À cette époque, les bisons étaient encore des millions à parcourir les plaines, et les trains croisaient fréquemment leur route. Mais avec l'arrivée des chasseurs de bisons et l'expansion des colons, les troupeaux commencèrent à disparaître. En moins de quelques décennies, les bisons furent presque exterminés, victimes de la chasse massive et de la perte de leur habitat. Aujourd'hui, cet épisode reste un rappel poignant des premiers affrontements entre l'homme et la nature dans l'Ouest américain. Si les trains symbolisaient le progrès, les bisons représentaient la force indomptable des plaines. Leur attaque contre un train témoigne non seulement de leur instinct de survie, mais aussi de l'inexorable tension entre l'expansion humaine et le monde sauvage. Avec la conservation moderne, les bisons ont commencé à réapparaître dans certaines régions des États-Unis, et leur histoire continue d'inspirer respect et fascination. Mais cet événement, où des géants des plaines affrontèrent une invention de fer et d'acier, demeure un moment unique et presque mythologique dans l'histoire de l'Ouest américain. Le 30 octobre 1938, un événement étrange secoua les États-Unis, laissant une empreinte indélébile sur l'histoire des médias et de la psychologie collective. Ce soir-là, à la veille d'Halloween, une simple émission radiophonique plongea une partie de la population américaine dans une panique généralisée. Orson Welles, réalisateur ambitieux de 23 ans, était loin d'imaginer que son adaptation du roman de science-fiction La guerre des mondes de H.G. Wells deviendrait l'un des canulars les plus célèbres bien qu'involontaires de l'histoire. L'émission fut diffusée sur la chaîne CBS et présentée sous la forme d'un programme radiophonique interrompu par de faux bulletins d'information. L'histoire débute comme une simple narration, mais rapidement, des flashs spéciaux interrompent la musique pour rapporter des événements inquiétants. Le premier bulletin décrit des explosions mystérieuses à la surface de Mars. Peu de temps après, un second informe les auditeurs qu'un objet cylindrique s'est écrasé dans une ferme du New Jersey.
Les détails réalistes s'intensifient, un journaliste sur place décrit en direct l'ouverture du cylindre et l'émergence d'extraterrestres monstrueux, équipés de rayons de chaleur capables de réduire des hommes en cendres. Les témoignages se multiplient, et les bulletins deviennent de plus en plus alarmants. La menace se propage rapidement, des villes sont détruites, et les autorités semblent dépassées. Les acteurs, formés pour donner un ton réaliste, improvisent des cris et des sons d'explosion, plongeant l'audience dans une ambiance apocalyptique. Ce qui rend l'émission particulièrement troublante, c'est qu'elle ne comporte presque aucune interruption commerciale, contrairement aux programmes habituels. Cette continuité donne un sentiment d'authenticité. Bien que l'introduction de l'émission ait précisé qu'il s'agissait d'une adaptation fictionnelle, de nombreux auditeurs allument leur poste après le début et manquent cette information cruciale. Pris dans le réalisme des descriptions, ils croient qu'une véritable invasion martienne est en cours. La réaction du public est immédiate. Dans le New Jersey, des familles fuient leur maison, croyant que les extraterrestres approchent. À New York, des appels frénétiques envahissent les lignes de la police. Des personnes se barricadent dans leurs caves, tandis que d'autres affluent dans les églises pour prier. Certains agrippent leurs enfants et prennent la route dans une tentative désespérée d'échapper à l'invasion. La panique n'est pas uniforme, dans certaines régions, les auditeurs comprennent rapidement qu'il s'agit d'une pièce de théâtre, mais dans d'autres, la peur gagne du terrain. Des témoignages de l'époque racontent que des voitures remplissaient les routes, les occupants cherchant refuge loin des zones d'attaque. À une époque où la radio était la principale source d'information et où les tensions internationales étaient élevées, la Seconde Guerre mondiale était imminente, l'idée d'une invasion extraterrestre semblait moins absurde qu'on pourrait le croire aujourd'hui. Pendant ce temps, Orson Welles, dans le studio de CBS, ignore totalement la portée de ce qu'il vient de créer. L'émission se termine avec une conclusion humoristique où Welles explique qu'il s'agissait d'un « modeste canular de la veille d'Halloween ». Mais pour beaucoup, la peur a déjà pris racine. Les journaux du lendemain relatent des récits de panique, certains exagérant les faits pour attirer les lecteurs, ce qui amplifie encore la légende de l'émission. Cet incident suscite un débat national sur la responsabilité des médias. Beaucoup accusent Welles et CBS d'avoir abusé de la confiance du public. Pourtant, aucune loi n'avait été violée, et Welles, loin d'être condamné, profite de cette publicité inattendue pour lancer sa carrière cinématographique, qui culminera avec Citizen Kane. Aujourd'hui, la grande panique des Martiens est étudiée comme un cas d'école en psychologie sociale et en communication. Elle illustre la puissance des médias à manipuler les émotions et la perception collective, surtout dans des contextes de stress ou d'incertitude. Bien qu'il soit prouvé que la panique n'a pas été aussi généralisée que les journaux l'ont laissé entendre, cet épisode demeure un rappel fascinant du pouvoir des histoires et des limites de la crédulité humaine. En août 1945, Tsutomu Yamaguchi, un ingénieur japonais de 29 ans, allait vivre ce qui semblait impossible, survivre à deux des événements les plus destructeurs de l'histoire de l'humanité. Cet homme, aujourd'hui reconnu officiellement comme la seule personne à avoir survécu aux deux explosions atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, est devenu un symbole de résilience face à l'horreur. Yamaguchi travaillait pour Mitsubishi Heavy Industries, une entreprise importante dans l'effort de guerre japonais. Début août, il était envoyé en déplacement professionnel à Hiroshima pour superviser un projet de construction. Le 6 août, son séjour touchait à sa fin, et il s'apprêtait à rentrer chez lui à Nagasaki. Alors qu'il se dirigeait vers le port, une lumière aveuglante éclata dans le ciel. La bombe atomique, surnommée Little Boy, venait d'exploser à environ 3 km de lui. L'onde de choc le projeta violemment au sol. Il subit des brûlures graves sur le visage et les bras, ses tympans éclatèrent, et il fut temporairement aveuglé par l'explosion. En état de choc, il parvint à trouver un abri et passa la nuit à écouter les gémissements et les cris des blessés autour de lui. La ville, autrefois animée, n'était plus qu'un paysage apocalyptique de débris et de flammes. Le lendemain, malgré ses blessures, Yamaguchi décida de retourner à Nagasaki. Le voyage fut un périple ardu, mais il finit par rejoindre sa famille, qui fut horrifiée par son état. 2 jours plus tard, le 9 août, il se présenta au travail, déterminé à rapporter ce qu'il avait vu à Hiroshima. Alors qu'il expliquait à ses collègues les horreurs de la bombe, une nouvelle lumière aveuglante remplit le ciel.
Cette fois, c'était Fat Man, la seconde bombe atomique, qui venait d'exploser. Yamaguchi était à nouveau à environ 3 km de l'épicentre. Bien qu'il ait subi des blessures supplémentaires et été exposé à une dose accrue de radiation, il survécut une fois de plus. Sa maison fut détruite, mais sa femme et son fils, qui s'étaient réfugiés dans un tunnel, échappèrent miraculeusement à la mort. Les jours qui suivirent furent un enfer pour Yamaguchi et les autres survivants. La nourriture et l'eau manquaient, les hôpitaux débordaient de blessés, et les effets des radiations commençaient à apparaître, nausées, fièvre, perte de cheveux. Pourtant, il survécut, portant les cicatrices de ces 2 explosions pour le reste de sa vie. Après la guerre, Yamaguchi continua de travailler et tenta de reconstruire sa vie. Mais les souvenirs des bombardements ne le quittèrent jamais. Pendant des années, il garda son histoire pour lui, comme beaucoup d'autres survivants qui craignaient la stigmatisation. Ce n'est que dans les années 2000 qu'il commença à raconter son expérience publiquement, devenant un fervent défenseur du désarmement nucléaire. En 2009, le gouvernement japonais reconnut officiellement son statut de double survivant de la bombe. Il utilisa cette reconnaissance pour attirer l'attention sur les dangers des armes nucléaires, déclarant « Les bombes atomiques sont des instruments de guerre inhumains. Aucune civilisation ne devrait les tolérer. » Tsutomu Yamaguchi vécut jusqu'à l'âge de 93 ans, passant ses dernières années à militer pour un monde sans armes nucléaires. Son histoire, bien qu'incroyable, est un témoignage poignant des horreurs de la guerre et de la capacité de l'être humain à endurer l'inimaginable. En 1816, une année qui aurait dû être une simple étape dans l'après-guerre napoléonienne, le monde fut frappé par un phénomène climatique si étrange qu'il bouleversa des millions de vies, l'année sans été. Ce fut une époque où les saisons ne suivirent pas leur cours habituel, où la chaleur estivale laissa place à des gelées et où la famine et le chaos s'abattirent sur une grande partie du globe. L'histoire commence un an plus tôt, en avril 1815, avec l'éruption colossale du mont Tambora, situé sur l'île indonésienne de Sumbawa. Cette éruption est la plus puissante enregistrée dans l'histoire humaine récente. Elle projeta dans l'atmosphère des milliards de tonnes de cendres, de gaz et de poussière, formant un voile gigantesque qui se dispersa autour de la planète. Ce nuage de particules réfléchit les rayons du Soleil, entraînant un refroidissement global. Les effets ne se firent pleinement sentir qu'en 1816. En Europe, les températures estivales chutèrent de plusieurs degrés. En juin, au lieu de la chaleur attendue, des gelées frappèrent les champs, détruisant les semences et annihilant les récoltes. En juillet, des tempêtes de neige balayèrent des régions comme la Suisse et l'Allemagne. Les agriculteurs, démunis, virent leurs moyens de subsistance disparaître sous leurs yeux. Les marchés, incapables de répondre à la demande, augmentèrent les prix des denrées alimentaires, provoquant des émeutes de la faim. En Amérique du Nord, la situation ne fut guère meilleure. Le phénomène, surnommé l'été glacial de 1816, provoqua des chutes de neige en juin et des températures si basses que des lacs gelèrent même au cœur de l'été. Les récoltes de maïs, essentielles à la survie de nombreux colons, furent détruites, poussant des milliers de familles à quitter leurs terres pour chercher des conditions meilleures ailleurs. La migration vers l'ouest des États-Unis s'accéléra à cause de cette crise climatique. En Asie, les moussons furent profondément perturbés. En Chine et en Inde, des pluies diluviennes détruisirent les rizières, entraînant des famines généralisées. Des maladies comme le choléra se propagèrent rapidement parmi des populations affaiblies par la malnutrition. Mais dans cette période de désespoir, des graines de créativité furent semées. En Suisse, un groupe d'écrivains, piégés par le froid et la pluie incessante près du lac Léman, décida de transformer leur ennui en inspiration. Parmi eux se trouvait Mary Shelley, qui écrivit Frankenstein, une œuvre gothique intemporelle, inspirée par l'atmosphère sombre et chaotique de cette année étrange. Les scientifiques du XIXe siècle ne comprenaient pas encore pleinement les causes de cet événement. Ce n'est qu'au XXe siècle que des recherches lièrent directement l'éruption du mont Tambora à l'année sans été. Ce phénomène, bien que rare, est une démonstration frappante de l'interconnexion entre les activités volcaniques et le climat global. En octobre 1962, le monde se tenait au bord de l'apocalypse.
La crise des missiles cubains fut l'un des moments les plus tendus de la guerre froide, où les États-Unis et l'Union soviétique se retrouvèrent à un souffle de la guerre nucléaire. Mais dans l'ombre de cette confrontation mondiale, un homme, presque inconnu du grand public, prit une décision qui sauva probablement des millions de vies. Vassili Arkhipov, un officier soviétique, empêcha le lancement d'une torpille nucléaire qui aurait déclenché un conflit mondial. Tout commence le 14 octobre 1962, lorsque des avions espions américains U-2 découvrent des installations de lancement de missiles nucléaires soviétiques à Cuba, à seulement 150 km des côtes des États-Unis. Le président John F. Kennedy et son administration voient cette menace comme inacceptable. Une série de mesures sont prises, y compris un blocus naval autour de Cuba pour empêcher l'arrivée de nouveaux missiles soviétiques. Pendant les jours qui suivent, la tension monte. L'Union soviétique, dirigée par Nikita Khrouchtchev, refuse de céder face aux pressions américaines, tandis que les États-Unis renforcent leur blocus. L'escalade atteint son apogée le 27 octobre, souvent surnommé le Samedi Noir. Ce jour-là, un sous-marin soviétique, le B-59, navigue près de Cuba. Il est chargé de torpilles nucléaires et se trouve encerclé par des destroyers américains. Les destroyers américains commencent à larguer des grenades sous-marines pour forcer le sous-marin à faire surface. Bien que ces grenades soient censées être non létales, elles provoquent des secousses violentes à bord du B-59. À l'intérieur du sous-marin, les conditions sont insoutenables, la température dépasse 45 degrés Celsius, l'oxygène se fait rare, et l'équipage est épuisé. Coupé de tout contact avec Moscou, le capitaine Savitsky, croyant que la guerre a déjà commencé, décide d'armer une torpille nucléaire capable de détruire un groupe de navires américains. Selon le protocole soviétique, l'autorisation des 3 officiers supérieurs à bord est nécessaire pour lancer une torpille nucléaire. Le capitaine Savitsky et un autre officier donnent leur accord. Mais Vassili Arkhipov, le 3e officier, refuse. Convaincu qu'ils ne doivent pas prendre une telle décision sans confirmation explicite de Moscou, il insiste pour attendre. Sa position ferme finit par persuader le capitaine d'annuler l'ordre. Le B-59 fait surface peu après, et l'incident est désamorcé. Mais l'impact de cette décision va bien au-delà de ce sous-marin. Si la torpille avait été lancée, elle aurait très probablement provoqué une riposte nucléaire immédiate des États-Unis, entraînant une escalade incontrôlable. En l'espace de quelques heures, la planète entière aurait pu sombrer dans une guerre nucléaire totale. Arkhipov, malgré son rôle crucial, resta largement méconnu pendant des décennies. Ce n'est qu'après la fin de la guerre froide que son acte héroïque fut révélé. Aujourd'hui, il est salué comme un véritable héros de la paix, un homme dont la clairvoyance et le calme ont empêché l'humanité de franchir le seuil de la destruction totale. Entre 1845 et 1852, l'Irlande traversa l'une des périodes les plus sombres de son histoire, la Grande Famine. Ce désastre, causé par une maladie qui détruisit les cultures de pommes de terre, plongea le pays dans une famine généralisée. Les pommes de terre représentaient la principale source de nourriture pour des millions d'Irlandais, et leur destruction provoqua une crise humanitaire sans précédent. À cette époque, l'Irlande faisait partie du Royaume-Uni, et les politiques britanniques, souvent inadaptées ou indifférentes, exacerbèrent la situation. Pendant que des millions de personnes mouraient de faim ou étaient contraintes d'émigrer, l'aide extérieure devint une lueur d'espoir. Parmi les nations qui se mobilisèrent, une aide inattendue vint de l'Empire ottoman et de son sultan, Abdülmecidi. Touché par les récits de souffrance en Irlande, le sultan exprima son souhait d'envoyer 10 000 livres sterling, une somme énorme pour l'époque, pour aider les victimes de la famine. Cependant, le gouvernement britannique, soucieux de préserver son image, refusa cette généreuse contribution. Les Britanniques insistèrent pour que le sultan ne dépasse pas le montant de 2000 livres sterling, car la reine Victoria elle-même n'avait offert que cette somme. Malgré cette restriction, Abdülmecid ne se laissa pas décourager. En plus des 2000 livres envoyés officiellement, il organisa une expédition secrète de 5 navires chargés de provisions, principalement des céréales et de la nourriture de base. Ces navires partirent de Constantinople, l'actuel Istanbul, avec pour mission de secourir les populations irlandaises affamées. Cependant, les défis politiques et logistiques ne tardèrent pas à compliquer l'opération.
Les ports principaux d'Irlande, sous contrôle britannique, refusèrent d'autoriser les navires ottomans à accoster, invoquant des raisons administratives. Certains historiens suggèrent que cette décision était motivée par une volonté britannique de minimiser l'implication étrangère dans la gestion de la famine, une crise qu'ils voulaient garder sous contrôle national. Finalement, les navires ottomans furent redirigés vers des ports secondaires comme Drogheda, au nord de Dublin. Là, les provisions furent distribuées à ceux qui en avaient désespérément besoin. Cependant, en raison des retards et des contraintes imposées, l'aide arriva trop tard pour sauver un grand nombre de vies. À ce stade, la famine avait déjà causé des pertes massives, environ 1 million de morts et des millions d'émigrés forcés. Malgré cela, le geste du sultan Abdulmecid laissa une impression durable sur le peuple irlandais. La ville de Drogheda, en particulier, reste liée à cet épisode de générosité. Aujourd'hui encore, certains clubs de football locaux arborent l'étoile et le croissant ottoman sur leurs armoiries en hommage à cette aide humanitaire. L'Australie a connu bien des moments étranges dans son histoire, mais l'un des plus absurdes reste sans doute la guerre de l'émeu de 1932. Imaginez un instant, des soldats australiens armés de mitrailleuses modernes, confrontés à des émeus, ces grands oiseaux incapables de voler. Cela ressemble à une blague, mais c'était une opération militaire bien réelle. Tout commence après la Première Guerre mondiale, lorsque le gouvernement australien encourage les anciens soldats à devenir agriculteurs. On leur attribue des terres en Australie occidentale pour y cultiver du blé. Mais la terre est difficile à travailler, les prix du blé s'effondrent, et pour couronner le tout, une menace inattendue surgit, des milliers d'émeus migrent vers ces terres agricoles en quête de nourriture. Ces oiseaux, hauts de près de 2 mètres, détruisent tout sur leur passage, champs, clôtures et espoirs des agriculteurs. Désespérés, les fermiers demandent l'aide de l'armée. Le ministre de la Défense accepte, voyant là une occasion de tester des armes automatiques dans un contexte contrôlé. Ainsi, le major GPW Meredith est envoyé sur le terrain avec 2 mitrailleuses Lewis et 10 000 cartouches de munitions. Les agriculteurs, convaincus que les soldats viendront à bout des oiseaux en un rien de temps, regardent les préparatifs avec espoir. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Dès la première confrontation, les émeus se montrent incroyablement difficiles à atteindre. En petits groupes, ils courent à une vitesse impressionnante, changeant constamment de direction, rendant les tirs quasiment inutiles. Une tentative de tendre une embuscade échoue lamentablement lorsque la mitrailleuse s'enraye après seulement quelques tirs. Résultat, les émeus s'enfuient, indemnes. Après quelques jours, les soldats changent de tactique et tentent de tirer depuis des véhicules en mouvement. Là encore, échec cuisant, les émeus sont plus rapides et plus agiles que les camions militaires. Dans une lettre rapportée plus tard, Meredith écrira avec une pointe d'humour: « Si nous avions une division militaire avec les capacités des émeus, nous pourrions affronter n'importe quelle armée au monde. » Après environ 1 mois, le gouvernement met fin à l'opération. Bilan, à peine quelques centaines d'émeus tués, sur les milliers présents. Le coût de la campagne est jugé trop élevé, et les fermiers se retrouvent de nouveau livrés à eux-mêmes. Quant aux émeus, ils deviennent des légendes vivantes. Leur victoire face à la modernité humaine est moquée dans les journaux et finit par symboliser l'étrangeté de cette époque. La guerre de l'émeu reste dans les mémoires comme une leçon d'humilité, montrant que même la technologie la plus avancée peut être mise à mal par la simple résilience de la nature. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.